Les refs, nouvelle vidéo. On va parler de Google, un nom que vous connaissez bien évidemment, et dont vous utilisez normalement très souvent au moins un de leurs services. Et c'est d'ailleurs très difficile de faire sans. Même si vous êtes le genre de personne qui utilise Brave en pensant préserver votre vie privée, il y a forcément un moment ou un autre où vous êtes obligé de passer par un service de Google. Forcément, que ce soit sur votre téléphone, sur vos mails, ou même sur l'application que vous utilisez en ce moment en fait. C'est complètement impossible de se passer de leur service. Mais en vrai de vrai, quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'on sait réellement de cette entreprise? Si vous êtes bien renseigné, vous connaissez peut-être le CEO de la boîte, Sundar Pichai. Mais à part ça, je pense que vous connaissez rien de plus. Et c'est pas très grave, parce que vous allez très vite le comprendre les gars, mais Google cache de très sombres secrets, dont certains peuvent être malheureusement très inquiétants. Alors maintenant, préparez-vous. On va plonger dans l'iceberg d'une des entreprises les plus grosses du monde, et vous allez le voir, et vous allez l'entendre. Mais ce qui nous attend dans les profondeurs est très inquiétant. Les gars, avant de commencer la descente, il faut que je donne un minimum de contexte. Et pour ça, faut qu'on revienne en 1995. Là où deux bougs, Sergey Brin et Larry Page, se rencontrent à Stanford. C'est une grosse université américaine, pour ceux qui connaissent pas. Et pendant qu'on était tous en train de sucer notre pouce, ces deux gars décident tous les deux de créer leur premier moteur de recherche, Backrub, qui va très vite être nommé Google, et qui va d'ailleurs plutôt bien fonctionner en vrai, dès ses débuts, jusqu'à être repéré par un certain Andy Bee. C'est un gars méga riche. Un homme d'affaires allemand, bref. En gros, c'est ce gars qui, dès le début, croyait totalement à ce projet. Et ce sera le premier à offrir un chèque de 100 000 $ à Google. Et juste après ça, Google va passer d'un site totalement inconnu à un site qui gère plus de 3 millions de requêtes par jour. C'est une dinguerie. Et ça, en seulement 3 ans. Jusqu'à devenir, 26 ans plus tard, le plus grand moteur de recherche du monde. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est à 1,5 milliard de requêtes par jour. Faut vraiment se dire que la croissance de Google, en tant que moteur de recherche uniquement, va continuer de bousiller les records, et ça chaque année. Mais en 2005, Google va tenter de rejoindre un autre marché. Et ce marché, c'est un marché que vous connaissez très bien. C'est celui des smartphones. Et pour commencer, Google va racheter Android pour 50 millions de $. Et ça peut paraître ridicule en vrai comme somme aujourd'hui, surtout quand on compare ça à des achats plus récents comme celui de Microsoft avec Activision Blizzard, qui a coûté 69 milliards, une singerie. Mais bref, en gros, Google, ça c'est pas le seul rachat qu'ils ont fait. Au total, il y en a eu presque 200. Dans la liste, il y en a forcément que vous avez déjà entendu parler, comme Boston Dynamics, qui fabrique des robots, ou des projets plus anciens comme AOL, qui était un service internet. Mais bref, après le rachat d'Android, le Big G va enchaîner la création de nouveaux services, comme par exemple Google Maps, Google Docs, Google Slides, etc. quoi. Je vais pas tous les citer là, mais en gros, il y en a à peu près une trentaine, dont l'application que vous utilisez actuellement pour regarder cette vidéo, YouTube, qui a été rachetée en 2006 pour 1,65 milliard de $. Faut vraiment vous dire les gars que Google a des services dans pratiquement tous les domaines. Mais quand je vous dis tous les domaines, frérot, c'est vraiment tous les domaines. Que ce soit dans le médical avec Google Health, qui est une application en gros qui centralise tes données de santé, ou carrément dans le scolaire avec Google Classroom, qui est en gros une plateforme pour les écoles. Mais maintenant, avant de rentrer réellement dans la face cachée, faut qu'on voit un dernier truc. Comment est-ce que Google fait de l'argent ? Et en vrai de vrai, pour répondre à cette question, c'est assez simple. Et peut-être même que vous êtes déjà bien renseigné et que vous savez déjà, mais en gros, la majorité des revenus de Google provient simplement des pubs et de leur abonnement. Tout simplement. Ça peut aller de leur service de cloud Google Drive au très populaire YouTube Premium, que d'ailleurs vous devriez vraiment souscrire à ça, frérot. Tu prends un VPN en Turquie, en Pologne, où tu veux, et vous avez ça pour 5 balles par mois. Vraiment, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire votre vie. Bref, après, on a aussi d'autres services que propose l'entreprise. Typiquement, quand tu gères un petit commerce, Google va te permettre de faire des cartes de visite virtuelles du lieu, avec Street View, etc. Mais en gros, la plupart de leurs activités se concentrent surtout autour de leurs abonnements principaux, de leurs pubs et de leurs services en ligne. Notamment au niveau de tout ce qui concerne le référencement des sites, avec un système d'enchères qui permettra aux plus offrants d'arriver tout en haut des résultats. Mais bref, ça, c'était que l'intro. Maintenant, il est bien temps de commencer à s'enfoncer de plus en plus profondément. Là, on va commencer à parler de trucs sombres, comme des labos secrets qui fabriquent des trucs assez bizarres. Et vous allez le voir, mais c'est vraiment inquiétant. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'un truc, il s'agit du serveur Discord de la chaîne. Si vous êtes intéressé par les sujets que j'aborde et que vous voulez participer réellement à l'évolution de la chaîne, proposer vos idées, répondre à des sondages, qui ont d'ailleurs un impact direct sur le futur de la chaîne, ou même avoir accès aux statistiques détaillées de chacune des vidéos. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le serveur. Le lien est dans la description. Juste avant, j'ai parlé des différents services de Google, et la plupart d'entre eux sont assez classiques en vrai. Ils sont ni plus ni moins que des outils informatiques voués à différents usages. Mais il y a un des projets de Google qui n'a rien à voir avec ça. Et ce projet, c'est le projet X-Lab. Déjà juste le blaze, on a l'impression que c'est une entreprise créée par Elon Musk sur un coup de tête, mais c'est bien un labo de Google. Et ce labo, il est à l'origine d'énormément d'innovations et de déceptions. Pour vous présenter un peu le projet,
X-Lab, c'est un labo plus ou moins secret appartenant directement à Google et qui a plusieurs buts, majoritairement centrés autour de la recherche scientifique. Et un de ces buts, c'est simplement de tester un maximum d'idées scientifiquement débiles pour simplement voir si ça marche ou si ça marche pas. Et pour vous donner quelques exemples, ils ont créé un jetpack, où ils ont encore tenté de concevoir un ascenseur vers l'espace. Mais bon, pour celui-là, vous vous en doutez, il n'y a même pas eu de prototype. Et pour le jetpack, désolé de vous spoiler, mais ça n'a pas vraiment marché. Après ce labo, ils ont quand même eu des trucs un peu plus sérieux. Et ils sont à l'origine de pas mal d'objets de Google, comme par exemple les Google Glass, ou à plus grande échelle, le projet Loon, qui a pour but d'envoyer dans la stratosphère des ballons gonflés à l'hélium, ce qui permet d'avoir accès à Internet dans des régions où c'est normalement impossible. Un peu comme ce que fait Elon Musk avec Starlink, pour ceux qui voient. Et ce projet Loon, il a aussi d'autres utilisations, pour tout ce qui est détection d'ouragans et catastrophes naturelles. Par exemple, en 2017, après le passage de l'ouragan Maria, les infrastructures réseau de Porto Rico étaient totalement détruites. Et ces ballons-là, du projet Loon, se sont avérés big utiles. Mais ce labo, il sert pas qu'à faire ce genre de choses. Il y a des secrets bien plus sombres derrière ça. Déjà, au niveau des projets étranges, il y a eu cette invention de fausse viande créée 100% artificiellement. Dit comme ça a l'air d'être un banger pour les vegans, mais dans la liste des projets qui sont carrément flippants, il y a l'implantation d'implants dans le cerveau des humains. Et chez X-Lab, c'est pas comme un but thérapeutique comme Elon Musk, mais là, c'est pour toute autre chose. Ce projet, en fait, il a pour but d'améliorer les facultés humaines et de possiblement totalement arrêter le vieillissement, voire de nous rendre immortels. Et ils ont aussi tenté des trucs un peu obscurs, tout droit sorti de films de science-fiction, comme par exemple le fait d'envoyer des sondes minières sur des astéroïdes pour en extraire des métaux précieux. Après, il faut bien garder à l'esprit que ce labo n'a donné qu'une poignée de projets qui se sont vraiment réalisés en fait. Comme vous l'avez vu, il y a une bonne partie d'entre eux qui est en fait totalement irréalisable. Mais ça veut aussi dire qu'ils ont probablement des tonnes de projets qui n'ont pas été révélés au grand public. Et même s'il y a certains des projets qui sont entre guillemets utiles, comme par exemple le projet Loon, qui sait réellement ce qu'ils sont vraiment en train de tester actuellement? Le truc, c'est la zone 51. Maintenant, on va parler un peu d'un des plus gros points de controverse autour de Google. C'est son traitement des employés. Déjà, un des premiers trucs qui m'a choqué en me penchant sur le sujet, c'est que les locaux de l'entreprise m'ont plus fait penser à une crèche pour adultes qu'à autre chose. On a des toboggans, des baby-foot, des Play 4, et bref, en gros plein de jeux comme ça. Et même si au premier abord ça peut paraître cool, ça peut stimuler la créativité, etc. Mais la théorie sur ça c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est là pour une seule et bonne raison. Enfin bonne, je sais pas, mais en tout cas c'est là pour une raison, pour infantiliser ses propres employés. Mais ça c'est que un des trucs du package. Déjà faut se dire que tous les employés de chez Google, ils se qualifient pas d'employés, mais de nooglers. Et un des éléments qu'ils leur est demandé en tout premier lors de leur entretien d'embauche, c'est pas une compétence spécifique ou autre, c'est ce que Google appelle la googlitude. Tout ce que je viens de dire, ça donne déjà un peu l'impression que Google est une sorte de secte. Et en gros, cette googlitude, c'est la capacité des employés à faire du storytelling. Donc à simplement raconter des histoires et faire en sorte que les autres nous écoutent et nous croient. Et ça, peu importe que l'histoire soit vraie ou pas. Mais là où ça devient un peu inquiétant, c'est au sujet du fait que certains employés de là-bas sont un peu utilisés comme des machines, voire carrément comme des esclaves. Et ça se voit très très vite. Déjà chez Google, tout est fait pour augmenter la productivité. Faut vous dire que là-bas, les plats que les employés y graillent à la pause déj, c'est des plats conçus spécifiquement pour impacter le moins possible l'organisme des employés, tout simplement pour pas baisser leur niveau de concentration. En plus de ça, les menus sont jamais affichés à l'avance pour décourager le moins possible les employés d'aller manger à l'extérieur de l'entreprise. Et en vrai, c'est une bonne strat. L'entreprise a même tendance à encourager ses employés à venir avec leur famille pour manger par exemple. Et ça en fait, apparemment, ce serait fait pour progressivement effacer la frontière entre la vie privée et le travail. Et si d'un seul coup les deux semblent incompatibles pour une personne, Google n'hésitera pas à la virer. Mais ça, faut bien se dire que c'est pas la seule raison pour laquelle Google a tendance à virer ses employés. Là-bas, dès qu'un salarié de la boîte partage une opinion différente de ce que les autres peuvent attendre, ou se comporte de façon un peu atypique par rapport à ses collègues, il est culturellement incompatible. En gros, quand on vous dit ça, c'est que vous n'êtes pas assez rentré dans le moule de la boîte. Et c'est justement là qu'on retrouve beaucoup ce côté secte, avec le principe un peu d'uniformisation des employés. Les mecs, c'est des mignons, quoi. Et même si en vrai ça se retrouve énormément dans des grosses boîtes tech, comme par exemple Apple, Disney ou des boîtes plus récentes comme OpenAI, chez Google, certaines rumeurs parlent d'employés vouant carrément un culte aux IA. En plus, le but de cette ambiance, c'est de rendre le travail presque addictif, en créant par exemple des habitudes de travail dans l'entreprise. Certaines de ces habitudes, en fait, elles sont là pour commencer gentiment à effacer la frontière entre le travail et la vie privée. Comme par exemple, toutes les activités qu'on va faire avec nos collègues de l'entreprise donc, dès qu'ils verront qu'on commencera à être culturellement incompatibles, ils n'hésiteront pas à se détacher de nous. Et tout ça, ça contribue réellement à créer des ambiances méga toxiques et ça amène à énormément de stress de la part des employés. Surtout quand on vous dit qu'en plus Google est l'entreprise la plus géniale au monde, que c'est la plus grosse au monde, que c'est une chance de bosser avec eux, etc. quoi. Et tout ce stress, ces coups de pression, l'ambiance un peu bizarre, malsaine, etc. c'est le quotidien de tous ceux qui bossent chez Google. Et même si en apparence, Google, ça a l'air d'être un véritable paradis. Enfin bref, en gros, c'est Google, c'est coloré, c'est machin. Quand les principaux concernés, ceux qui étaient vraiment dans l'entreprise en tant qu'employés, ils parlent de ça,
faut se dire que c'est uniquement de façon anonyme. Et c'est seulement dans le but de décrire un véritable enfer. Il y a une autre grosse controverse autour de Google. Ça concerne Google Maps et sa gestion des frontières et des situations géopolitiques. Et pour bien vous présenter le problème, il faut remonter un peu dans le temps. Le 20 février 2022, soit le premier jour de l'invasion russe en Ukraine, pas mal de signes de ce qui allait se passer étaient déjà visibles sur Google Maps. En fait, Jeffrey Lewis, un expert en surveillance des conflits, a remarqué que quelques jours avant l'invasion, il y avait d'importants embouteillages sur les routes reliant la base militaire russe la plus proche de l'Ukraine. Et ces embouteillages, ils étaient causés essentiellement par les convois militaires russes se dirigeant vers l'Ukraine. Ce qui a permis à Lewis de deviner que quelque chose se préparait. Suite à ces révélations, Google a rapidement désactivé certains aspects de Google Maps dans la région pour éviter de compromettre des données sensibles, comme par exemple des mouvements militaires. Mais ça, c'est pas la seule controverse qu'a touché Google Maps. Je pense que vous le savez, il y a énormément de frontières dans le monde qui sont sujettes à des débats et à des tensions géopolitiques. Il y a beaucoup de frontières qui sont pas clairement établies et surtout qui varient en fonction du pays dans lequel on se trouve et en fonction de qui tu t'adresses quand tu vas parler de ces frontières-là. C'est énormément complexe en fait. Google, pour éviter ce problème, il modifie simplement les cartes en fonction de la localisation de l'utilisateur pour passer sous le tapis et éviter les débats. Par exemple, si vous vivez en France et que vous regardez la carte de la Crimée, vous verrez la frontière russe en pointillé, ce qui indique que ce territoire est disputé et que la question de son statut reste ouverte ou en suspens. Mais si vous êtes en Russie, alors la Crimée apparaîtra clairement comme faisant partie de la Russie. C'est une grosse dinguerie. C'est pas que sur les frontières que Google adapte sa position. Au niveau des noms aussi, on peut parfois avoir des différences en fonction du pays dans lequel on se trouve. Pour vous donner un exemple concret de ce que fait Google Maps, c'est avec la mer du Japon. En fait, elle s'appellera comme ça que si vous vivez en dehors de la Corée. Parce que là-bas, elle sera désignée comme mer de l'Est. Parce qu'en fait, eux, ils l'appellent comme ça pour plusieurs raisons. Et cette dénomination, elle est très importante pour les Coréens. C'est pas dramatique, mais ce que ça montre, en fait, c'est que Google est prêt à tout pour ne pas se mouiller et éviter d'entrer en conflit avec qui que ce soit. Quitte à se mettre sous le tapis des problèmes géopolitiques, qui sont des fois très importants et qui sont d'ailleurs toujours vivement débattus. Tout ça, ça pose de réelles questions éthiques. Après cette partie, il est temps de descendre encore plus profondément. Et là, on va gentiment commencer à s'approcher des abysses. Ok, le premier point qu'on va aborder dans cette partie, c'est la propagande. Bon, déjà, je pense qu'on le sait tous, mais les algorithmes, comme ceux de Google, surtout ceux de Google, ont tendance à nous influencer dans nos choix. Mais ça, faut bien se dire que c'est pas totalement en fait la faute de Google. C'est globalement la même chose partout et pour tout type de réseau. En gros, le problème, c'est que plus on va s'intéresser à quelque chose sur les réseaux, plus les algorithmes nous pousseront à voir ce quelque chose. Par exemple, si vous regardez du contenu autour des jeux vidéo, YouTube vous en proposera plus. Jusque-là, c'est assez simple. Et ça, en théorie, c'est censé passer par des algorithmes complètement neutres. Sauf que depuis quelques années, il y a beaucoup de monde qui commence à accuser Google de se servir de ces algorithmes comme une arme politique. Imagine 2 secondes, frérot, que la plateforme que tu utilises le plus au quotidien, en qui tu crois aveuglément, sert en réalité à t'influencer dans tes modes de pensée et dans tes actions. Ça, c'est par exemple ce qu'a essayé de prouver Donald Trump aux tribunaux américains en 2018. Mais suite à ça, il s'est strictement rien passé, étant donné que les accusateurs n'avaient pas suffisamment de preuves. Et c'est pas parce que Google a réussi à prouver le contraire, hein. C'est même d'ailleurs une question sur laquelle ils sont plutôt ambigus, même à l'heure actuelle. Donald Trump, c'est loin d'être le seul à avoir pointé du doigt ce problème. Parce que de plus en plus de personnes, souvent du côté conservateur et de droite, accusent Google de les censurer. Alors on est d'accord, hein, il y a énormément de propos de Donald Trump qui peuvent être totalement choquants et offensants. Le but, c'est pas de tout accepter non plus. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Google a littéralement une force de pouvoir au niveau de la politique. Et ça, en fait, ça peut réellement poser des questions sur la neutralité que doit possiblement avoir un géant comme Google. Il y a aussi pas mal de youtubeurs qui dénoncent la même chose, ou en tout cas plus ou moins la même chose, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Ce que dénoncent en fait toutes ces personnes, c'est vraiment le fait que Google ait tendance à shadowban leur contenu. Shadowban, en gros, ça signifie que la plateforme, elle va invisibiliser volontairement ton contenu. Et en général, ici, Google, il le fait principalement sur des contenus qui ont des opinions conservatrices. Je suis moi-même pas du tout d'accord avec la plupart des idées conservatrices, mais après, je pense pas non plus que ce que fait Google, c'est une bonne chose. Et ça, les gars, je suis pas le seul qui le dit. En 2018, soit à peu près au même moment de ces accusations, un document interne a leak chez Google. Et ce document, il s'appelle The Good Censor, qui veut dire en français globalement la bonne censure. Et en gros, ce document, il parle de la responsabilité qu'a Google vis-à-vis des moyens de communication dont il est en charge, et de son devoir de filtrage et d'arbitrage des contenus sur leur plateforme. Déjà, un des premiers points qu'aborde ce document, c'est la différence entre les pays. On peut lire qu'aux États-Unis, le niveau de censure de la liberté d'expression sera léger, mais en Europe, elle sera beaucoup plus présente et visera à supprimer tout ce que l'entreprise juge comme haineux ou ce qui concerne la désinformation. Et après, on a la Chine.
Mais là, c'est carrément un autre niveau et on en reparle juste après. Et c'est d'ailleurs en grande partie à cause de ces différences que les VPN te permettent de voir un certain nombre de contenus qui seraient totalement indisponibles en France, par exemple. Cette vidéo est pas du tout sponsorisée, mais ça aurait été parfait là. De placer un petit NordVPN, ça aurait été parfait. Après ça, le document il parle principalement de l'évolution d'Internet et des nouvelles façons dont Google doit procéder à l'administration de leur réseau. Ensuite, le document, qui fait quand même 85 pages, aborde les différentes difficultés que peut présenter cette application de censure en fait à grande échelle, notamment pour l'image de l'entreprise par exemple, qui prend un coup auprès de certaines personnes. Faut bien se dire en fait que toutes ces histoires de manipulation d'opinion, de censure, etc., c'est bien réel. C'est vraiment quelque chose que Google a réellement déjà mis en place. C'est fou. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet Dragonfly ? Un projet qui consiste à la création d'un algorithme spécial pour la Chine, dont le principal intérêt est d'aider le gouvernement chinois à censurer les réseaux. Ce projet, il était à la base totalement secret, jusqu'à ce qu'un média d'investigation américain l'enquête. Dragonfly repose sur 3 grands points. Le premier, c'est la censure, visant à supprimer tous les contenus dits d'opposition et à l'encontre le Parti communiste chinois et les idées qu'il prône. Après, on a la promotion et la mise en avant des sites officiels du gouvernement pour pouvoir être sûr de ce que vont consommer les utilisateurs de Google, en tout cas en Chine. Mais le plus préoccupant, c'est de loin le 3e point. Là, on parle d'un fichage des utilisateurs à grande échelle, en conservant par exemple toutes les données personnelles des citoyens et leur historique. Et en fait, ça va permettre au gouvernement chinois de simplement savoir exactement ce que la population elle regarde et ce qu'elle consomme. Je sais très bien que ce genre de sujet c'est quelque chose d'assez clivant en fait et qu'il y a je pense autant de personnes sur internet qui sont pour une liberté d'expression totale que de personnes convaincues que la censure dans une certaine mesure c'est profitable et qu'elle peut réussir à éviter de nombreux problèmes. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si un modèle similaire à ceux qu'il y a en Chine actuellement qui arrive en Occident, ce serait une très mauvaise chose. Et pourtant, c'est peut-être ce qui est voué à arriver. Parce que si vous regardez bien, la censure de Google, elle ne cesse de se renforcer en fait. En quelques années, on est passé d'un réseau totalement libre avec YouTube à quelque chose de beaucoup plus strict. Et même si, on est d'accord, c'est loin d'être le modèle chinois, ça pose quand même des questions. Mais pour arriver à ça, Google, ils ont donné plusieurs justifications, avec comme argument que les vidéos qui contiennent du contenu jugé comme problématique feraient fuir les annonceurs, et donc feraient perdre de l'argent à Google. Mais ça peut aller très loin, parce que par exemple pendant le Covid, toutes les opinions divergentes à ce sujet-là étaient directement supprimées. Et pour le coup, on va pas se le cacher, c'était une période avec énormément d'incertitudes sur plein de points. Alors pour tout ce qui touchait à la suppression de contenu dit de désinformation, c'était souvent compliqué de juger. Et pourtant, Google n'a absolument pas hésité à censurer tous les contenus qui n'allaient pas exactement dans le sens du gouvernement. Peu importe si les vidéos en question c'était des simples remises en question sans idée extrême, Google les traitait au même niveau que des théories complotistes. Et c'est un peu inquiétant en vrai. Et ça fait encore une fois partie des faits avérés autour de Google. Parce que maintenant, on va avoir des choses beaucoup plus flippantes, mais qui pour l'instant restent encore à l'état de théorie. Dont des théories dites du complot. Mais pour le coup, on n'a ni fait ni preuve de ce dont je vais parler. Et ça, tout autant pour montrer que ces théories soient vraies qu'elles soient fausses. Du coup les gars, je vous laisse faire votre propre avis sur ce que je vais dire. Mais vous allez voir que tout est lié. L'une des premières théories est directement en lien avec ce qu'on vient de parler. Normalement, vous vous rappelez que j'ai dit que le système de Google, comme celui appliqué en Chine, serait désastreux. En fait, c'est possible que certains éléments du projet Dragonfly aient déjà été utilisés dans le reste du monde. Cette théorie, elle part d'un événement qui s'est passé en 2013. Ça part d'une révélation faite sur des projets de surveillance à grande échelle liés aux réseaux sociaux. Et je pense que vous faites directement le lien avec Google. Google, c'est l'entreprise qui collecte sûrement le plus de données au monde, que ce soit nos recherches, nos mails, ou ce qu'on fait sur notre téléphone. Il collecte tout et il garde tout. Mais à ça, il faut ajouter un autre élément. Et cet élément, c'est le projet Prism. Ça vous dit sûrement rien dit comme ça et ça a l'air d'être encore un projet bizarre avec un blaze bizarre. Mais pour faire simple, Prism, c'est un projet plus ou moins secret des États-Unis qui a pour but la collecte de données personnelles à grande, voire très grande échelle. Et là où c'est flippant, c'est qu'ils ont accès à l'intégralité des données de Google. Après, en théorie, ils peuvent avoir accès à seulement certaines informations sur une personne précise. Et en plus de ça, ils doivent disposer d'un mandat. Mais le truc, c'est qu'il est fort probable que Google soit bien plus impliqué que ça dans ce projet, en y participant même très activement. Et que toutes ces données-là que Google récolte sur nous, elles pourraient bien servir à un but bien plus grand que celui de récolter de l'argent auprès des annonceurs. Ce serait celui de dominer l'économie et même le gouvernement de certains pays. On en a déjà parlé, mais vous faites sûrement confiance à Google et vous irez jamais chercher à comprendre exactement le fonctionnement précis de leur algorithme, qui de toute façon sera bien trop complexe pour nous, et ça même si on est un expert du domaine. Du coup, la question qu'il faut se poser,
c'est qu'est-ce qui les empêcherait de servir de cette confiance pour nous influencer. Google exercerait une pression notable sur la politique à l'échelle mondiale. Et ça, c'est tout à leur avantage. Ça leur permettrait, en théorie, de favoriser qui ils veulent, puis de faire différents arrangements pour se servir d'événements politiques, par exemple des élections, pour ensuite grandement renforcer leur puissance et leur influence. Mais c'est pas tout les gars, parce que Google semble vouloir contrôler bien plus que simplement la politique en s'étendant progressivement à beaucoup plus de secteurs sur le web, que ce soit dans la santé, dans la finance ou même dans l'éducation. Mais avec ce genre d'ambition, c'est pas impossible que Google ait décidé, dans les années à venir en tout cas, de devenir une méga corporation avec une influence dans absolument tous les domaines en fait. Comme ceux qu'on peut un peu voir dans Cyberpunk 2077, pour ceux qui connaissent. Mais après, faut bien se dire que ça reste des théories qui peuvent être parfois un peu tirées par les cheveux. Et en plus, c'est encore loin d'être les plus obscures. Je pense que c'est quand même intéressant de se pencher sur le sujet. Et ça, même sans aller très loin dans des délires totalement absurdes. Ce genre de théories, elles sont souvent basées sur un fond de vérité. Quand même pas à le nier, quoi. Faut pas nier ça. Et elles sont souvent aussi là pour cristalliser la peur des gens. Faut bien vous dire que là, j'ai parlé que brièvement de tout ça. Et que j'ai évité de rentrer trop profondément dans les détails pour pas que ça devienne trop ennuyeux. Mais dites-vous par exemple que récemment il y a carrément eu une annonce comme quoi Google allait faire construire des centrales nucléaires. Google pourrait faire ça dans le but d'alimenter des data centers ou encore pouvoir faire tourner des intelligences artificielles, les IA qui sont en général ultra énergivores. Par exemple, ChatGPT, c'est 564 mégawatts d'électricité par jour. Dit comme ça doit absolument rien te signifier grand-chose, des mégawatts et tout. Mais pour comparer, une famille européenne consomme 10 mégawatts d'électricité par an. Et du coup, tu t'en doutes, ça c'est juste extrêmement polluant, avec 500 tonnes de CO2 par jour, ce qui est énorme. Et du coup, Google, pour ce projet, ils veulent faire 7 centrales nucléaires. Mais plus globalement, les gars, faut bien garder à l'esprit que Google, ça reste une entreprise. Et que leur but numéro 1 en tant qu'entreprise, c'est de faire du profit et d'évoluer dans un système capitaliste en fait. En plus, c'est devenu de plus en plus dur de se passer de leurs services. Et ça, même s'il y en a certains qui décident de supprimer totalement Google de leur vie, je suis pas vraiment sûr que ce soit possible pour tout le monde. Déjà, juste si vous travaillez dans une entreprise, vous utilisez forcément Gmail, Google Docs et tous les autres services. Et tout ça, ça représente un énorme sacrifice au niveau du confort d'utilisation et parfois même de la productivité. Les gars, j'ai pas fait cette vidéo dans le but d'inciter à détester Google. Cette vidéo, elle est là pour vous mettre au courant de certaines choses. Et malheureusement, on est très loin d'avoir tout vu. Il y a vraiment des choses encore plus intrigantes, comme des projets spatiaux secrets à grande échelle, allant bien plus loin que ceux que j'ai évoqués avec Xlab, qui lui aussi d'ailleurs représente une bonne partie d'inquiétude que les gens ont envers Google. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi si vous voulez un épisode 2, il y a largement moyen de faire un épisode 2. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Moi je vous dis à la prochaine.